Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Lorsque l'on parle de jeux en entreprise, ce sont les termes Serious Game et Gamification que l'on entend le plus. Ces deux termes renvoient à du jeu dirigé car des règles sont présentes ou parce que le jeu est inclus dans un processus. Pourtant, les enfants jouent sans règles. C'est d'ailleurs pendant ces périodes de jeu libre que l'on observe le plus d'effets bénéfiques du jeu sur l'apprentissage. Qu'en est-il alors du jeu libre en entreprise ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Laure Doucet. Salut Laure. Salut, ça va Mathieu ? Ça va très bien. Tu es cofondatrice de Plush & Nuggets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton entreprise ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie de pouvoir intervenir dans ce podcast. Oui, je suis fondatrice de Plush & Nuggets. Et comment ça a été créé, cette entreprise ? C'est vraiment autour d'une mission. La mission, c'était de faire jouer l'adulte dans un cadre sérieux qu'est l'entreprise. Et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites sur ces sujets, mais l'idée c'était vraiment de passer dans une démarche entrepreneuriale pour pouvoir apporter ça concrètement dans les entreprises. Donc on a monté Plush & Nuggets pour incarner cette mission, de faire jouer l'adulte dans le cadre sérieux. Ça marche, c'est très clair. Et qu'est-ce que ça représentait pour toi le jeu avant d'avoir créé cette entreprise, avant de vouloir faire jouer les adultes en entreprise ? Alors ma première perception autour du jeu, elle était évidemment très corrélée avec les serious games et la gamification. C'est par ces applications business que je suis rentrée dans ce domaine, on va dire. Et très vite dans ma recherche, je me suis rendu compte de plein de choses. Je suis sûre qu'on va un petit peu en discuter aujourd'hui. Mais oui, j'avais l'impression que du coup, pour faire jouer les gens en entreprise, il fallait soit un jeu, soit un système de gamification qui allait, on va dire, faire monter la sauce, commencer à se mettre en jeu. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça dont on avait besoin, qu'on avait besoin de faire jouer les gens en fonction de leur personnalité, de qui ils sont. Et ça m'a pris du temps à comprendre comment est-ce qu'on pouvait concrètement le prendre en compte et créer des solutions à ça, en fait. C'est-à-dire que au lieu de... Peut-être que moi, ma vision du jeu en entreprise avant, elle était plus dirigée, justement. Et je me suis rendu compte que ma mission, c'était vraiment euh, de faire naître du jeu libre dans les entreprises et de trouver des solutions pour créer ça. Alors dans ton parcours, justement, tu as créé des serious games, notamment à Grenoble École de Management. Oui. Tu as mené aussi des recherches sur le jeu au MIT. Qu'est-ce que t'ont appris ces expériences Oui, déjà à Grenoble École de Management, j'ai créé plusieurs serious games, des serious games qui étaient autour de l'innovation. Donc c'était super intéressant parce que déjà on se posait cette question d'à quel point les règles doivent être dirigées. Parce que quand on fait de la créativité, par exemple, on va se poser la question, tiens, comment est-ce qu'on évalue une idée ? Comment est-ce qu'on dit qu'une idée elle est bonne ou pas ? Et en fait, on se rendait compte que c'était typiquement à cause de problématiques comme ça qu'on n'était pas capable de créer des jeux avec énormément de règles, mais qu'on devait créer ce storytelling, cette liberté et cette capacité pour les joueurs à prendre des décisions eux-mêmes en fonction de leur contexte. Donc je me suis assez vite rendu compte de ça parce que j'étais dans des serious games d'innovation, je pense, qui demandent une grande créativité de la part des participants. Et puis ensuite, dans le cadre toujours de GEM, j'ai accompagné plusieurs professeurs à développer leurs outils pédagogico-ludiques. Et ça m'a appris beaucoup sur la capacité à créer des moments de jeu, quelles étaient les compétences dont on avait besoin pour faire ça, et comment est-ce qu'on pouvait accompagner les autres à créer leur propre forme de jeu. Donc ça, c'était ce que m'avait apporté GEM. Et ensuite, le MIT, j'étais sur un sujet de recherche vraiment très précis. J'étais sur les alternate reality games, donc c'est bien des mécaniques de jeu qui on va dire, créer une histoire autour de la réalité et qui viennent en fait se créer une fiction qui est corrélée à cette réalité. Voilà. Donc on peut prendre l'exemple de Pokémon Go pour illustrer ça. Pokémon Go, c'est une map dans le monde réel et néanmoins c'est lié avec cet univers de Pokémon en ayant par exemple des points de localisation. On va trouver un Pokéstop ou on va trouver des Pokémon, etc. Et moi j'ai étudié typiquement ces mécaniques de jeu et comment est-ce qu'on pouvait les utiliser dans le cadre de l'éducation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant, mais ce qui m'intéressait pour de vrai, c'était ce verbe jouer
Et là, je me suis mise au MIT à faire énormément de recherches sur le jeu, mais en intégrant du business, de la psychologie, du développement personnel, du coaching, pour vraiment élargir ma compréhension de ce que ça voulait dire de jouer. Et pendant 4 ans, j'ai donné des cours ensuite au MIT sur le jeu, en abordant plusieurs perspectives. La première année, c'était vraiment les serious games et l'entreprise. Et puis ça a évolué pour devenir presque un cours de design. Et c'était l'idée d'explorer vraiment le jouet dans son ensemble à travers des portes et des réflexions qui n'étaient pas encore présentes dans la recherche. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est pour toi un peu le jouet pour des adultes en entreprise? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que jouer? C'est déjà rien qu'en tant que tel une question énorme. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que quand on joue, on obtient une facilité à apprendre, un fort niveau d'engagement et du plaisir. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de jouer. Et après, dans le cadre de l'entreprise, ça apporte plein d'autres bénéfices, comme par exemple le ownership sur les sujets, développer son leadership, capacité à avoir des idées qui sortent du cadre. Donc concrètement, on va manipuler un sujet. Je vais pouvoir t'en dire un peu plus là-dessus. Et on va voir, à force de manipuler ce sujet différemment, avec des nouvelles postures de travail, avec du jeu, qu'on peut avoir des solutions qui sortent du cadre et des solutions avec lesquelles on est vraiment tous contents. Et à ton avis, qu'est-ce qu'apporte de plus du jeu libre, le fait de jouer, par rapport à du jeu dirigé ou du jeu à règles dans un contexte professionnel? C'est une excellente question. Et ben, ça apporte en fait l'opportunité à chaque participant de jouer comme lui, il l'entend. Et comme lui, ça va lui apporter ses bénéfices de jouer. On a tous des façons différentes de jouer, en fait. Il n'y a pas une façon universelle de jouer, même si on joue tous et qu'on sait que c'est un comportement humain, voire même animal, en fait, qu'on a tous en nous. En revanche, on a tous nos façons de jouer parce que c'est culturel, parce que c'est sociétal, parce que c'est lié à notre passé, à notre façon d'être. Enfin, c'est lié à plein de choses, en fait. Et donc, la différence entre le jeu libre et le jeu guidé, c'est qu'on va plus avoir l'opportunité dans le jeu libre d'avoir des formes de jeu très différentes dans la salle. Et d'avoir chacun qui contribue avec sa façon de jouer. Et je trouve que ça, c'est plus dur à faire dans un jeu guidé, où là, en fait, il y a concrètement des bonnes et des mauvaises façons de jouer. Et moi, je suis vraiment là pour autoriser toutes les formes de jeu et tous les individus qui viennent avec leur façon de jouer, et j'essaie de les inclure dans mes process au lieu de leur imposer. Alors, tu m'avais parlé d'une métaphore intéressante, du bac à sable. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et peut-être l'illustrer avec un exemple concret? Ouais, bien sûr. Alors la métaphore du bac à sable, pour moi, c'est la meilleure métaphore en fait pour comprendre le jeu libre. Donc en fait, je me suis intéressée à cette idée du bac à sable quand j'étais au MIT, en me disant, tiens, dans un bac à sable, il y a une infinité de formes de jeu qui est possible. Et donc je me disais, quels sont les éléments du coup constitutifs d'un bac à sable qui font en sorte qu'on arrive à autoriser ça. Et donc dans un bac à sable, on va retrouver un cadre, donc une zone de jeu, la matière première qu'on va manipuler, du sable en l'occurrence. Potentiellement, on va rentrer dans ce bac à sable avec des outils adaptés, donc seau, pelle, etc. Et puis évidemment, il y a des gens, et quand il y aura des gens dans ce bac à sable, c'est là où il va s'animer et être mis en jeu, on va dire. Donc ça, concrètement, c'est pour parler du bac à sable, et après, on peut appliquer cette idée du bac à sable sur n'importe quel sujet. Je peux vous donner 2 exemples concrets sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai par exemple travaillé avec MAPED, où on devait bosser sur leur mission et définir leur culture d'entreprise en collaboratif. Et ben en fait, là, on vient de se mettre dans une salle, qu'on décore, qu'on vient mettre du matériel inspirant. Donc ça, on pose un cadre. On vient avec de la matière première. Donc par exemple des grilles de lecture sur la culture d'entreprise, des inspirations externes sur la mission, etc. On vient avec des outils. On va venir avec du matériel qui va venir activer la connexion main-cerveau pour mettre le sujet en jeu et autoriser des représentations, par exemple autour de la culture qu'on n'a jamais vues. Et puis on vient évidemment mettre les bonnes personnes qui sont légitimes pour parler de la mission et de la culture et qui ont quelque chose à apporter.
Donc ça, c'est un exemple de comment... et puis après, ça se passe en une journée. Il y a quand même une espèce de temporalité. En l'occurrence, là, c'était une journée. En une journée, on vient manipuler ce sujet et co-construire un livrable par le jeu. Donc ça, c'est un exemple. J'en ai un deuxième qui est plus remote et d'actualité, si tu veux que je t'en parle aussi. Vas-y. Ouais. Je pense que c'est important de parler du remote très tôt, vu le contexte, et pour montrer aussi que c'est possible. Donc là, par exemple, en ce moment, j'anime un workshop sur un changement d'outil qui concerne une équipe aux US. Et en fait, pour envisager ce changement d'outil, avant de se mettre dans la formation technique, ils ont besoin de comprendre le pourquoi, d'en être acteur et de dessiner, de co-construire le rôle qu'ils vont avoir par rapport à cet outil. C'est hyper important quand on fait du change management autour de l'outil d'avoir ces moments-là. Donc là, par exemple, en remote, on va apporter un cadre qui va être tout simplement des horaires qui sont envoyés dans une réunion. On va apporter des outils. Donc on va travailler avec Mural pour avoir une représentation visuelle où chacun peut contribuer en mettant des post-it très facilement, en bougeant des éléments. Moi, je viens apporter également énormément de visuels, quelque chose de très accessible qui fait en sorte que le sujet, plus naturellement, il a l'air plus ludique et abordable. Et puis après, évidemment, on met encore une fois les bonnes personnes. Et là, je vais encore une fois animer ce bac à sable pour faire en sorte qu'on atteigne un objectif à la fin de nos 2 demi-journées en ligne, qui est comprendre l'outil, se l'approprier et se projeter dans son utilisation. C'est du change management. Et alors, pour préparer ces ateliers, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les informations que tu vas recueillir pour essayer de le préparer au mieux? Excellente question également. Ben déjà, je cherche à comprendre le contexte. C'est hyper important. Dans quel contexte on se situe? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Où est-ce qu'on en est? Et où est-ce qu'on sent qu'on en est? Quels sont les objectifs que l'on a? Ça sert à rien de faire du jeu pour jouer quand on a pour ambition de lui donner un rôle dans l'entreprise. Donc on est obligé d'identifier des objectifs très clairs. Ça prend un petit peu de temps. On les co-design avec les clients et on vient proposer des livrables. Donc on se dit, à la fin de notre session, voici ce qu'on aimerait atteindre. C'est très concret, hein, et on va sur des livrables où on dit, par exemple, je veux un mapping des rôles et des personnes dans l'outil informatique qu'on va avoir. Voilà, c'est très clair. Et donc, déjà, quand moi j'ai le contexte, les objectifs et les livrables en tête, là, je peux commencer à travailler. Je peux commencer à faire des propositions. Et après, ça va se faire en co-design avec le client, où je vais lui faire... je vais lui ouvrir en fait la porte sur mon processus de travail. Et on va se retrouver à des points réguliers. En général, c'est 2-3 fois avant une session, pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, qu'on fait les bonnes équipes et qu'on va bien animer ce bac à sable, quoi. Oui, il y a un point qui me semble important que tu as souligné à différents moments. Tu parles des bonnes personnes et tu parles aussi que chaque personne a sa propre personnalité, façon de jouer. Comment est-ce que ça, tu le prends en compte pour construire ton atelier? Alors, moi, je cherche à vraiment comprendre, pour construire l'atelier en tout cas, plutôt les rôles, les responsabilités et leur intérêt par rapport au sujet et aux objectifs. Et après, pour gérer plutôt leur façon de jouer, ça c'est très très dur à anticiper. Et d'ailleurs, quand c'est anticipé, en général, c'est mal anticipé. On se trompe en fait. Donc là, pour le coup, maintenant, moi, c'est plus de l'expérience aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je suis capable d'en parler comme ça. Et avec l'expérience et avec la diversité du nombre de gens que j'ai vu jouer en entreprise, aujourd'hui, je suis capable de mieux les orienter pour qu'ils y trouvent leur compte et qu'ils apprennent, ils se fassent plaisir et qu'ils soient engagés. Mais ça, c'est vraiment en fonction des différents profils, en fonction des envies. Et c'est des choses qui se perçoivent que quand on est dans le bac à sable, en fait. Ok. Et donc, pour faire face un peu à tout ce qui peut arriver, tu viens avec une valise remplie d'outils. Mm. Ouais, j'ai une valise remplie d'outils et tous les outils sont forcément travaillés en amont. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais de workshop préfet. Tous mes workshops sont sur mesure et co-construits avec les clients, parce que je pense que si on veut faire du jeu libre en entreprise, il faut à chaque fois faire quelque chose qui est parfaitement adapté au sujet qu'on a en face.
et à l'entreprise qu'on a en face. Donc, je viens avec du matériel personnalisé, pré-pensé, un agenda préconstruit, et bien sûr, je m'autorise à le casser en fonction de ce qui se passe dans le bac à sable toujours. Mais en tout cas, oui, il y a un temps de préparation important pour s'assurer qu'on apporte le bon matériel, quoi, le bon déroulé. Toi, tu proposes aussi ton propre matériel en vente sur ton site. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres outils ludiques qu'on peut retrouver sur le commerce? C'est vrai, on a voulu lancer une gamme d'outils playful, comme on les appelle, donc des outils qui invitent au jeu et qui sont parfaitement adaptés à une utilisation en entreprise. Les caractéristiques communes de tout ce qu'on vend, c'est que c'est modulable, versatile, ça peut s'adapter vraiment à une quantité de sujets, une quantité de façons de jouer, de faire, c'est assez impressionnant. On parle de cartes, hein, on parle de cartes effaçables, de dés effaçables. Donc on parle de choses très simples qui ont un gros potentiel de personnalisation et qui sont très puissants puisqu'ils font appel à notre culture, hein. Une carte de jeu, un dé, c'est des choses qu'on associe au fait de jouer assez naturellement, donc qui permettent en fait de naturellement prendre des postures de jeu libre qui sont efficaces. Voilà. Voilà ce qu'on propose pour l'instant, et c'est sûr que ça, c'est que le début, parce qu'on se rend compte que de rentrer par l'outil et d'offrir ça comme une invitation, et ben, c'est un très bon premier pas pour que les gens fassent infuser en fait de nouvelles pratiques et du jeu libre partout dans l'entreprise. Alors maintenant, l'atelier en tant que tel, donc tu es avec l'équipe, avec les bonnes personnes, tu entres dans le cadre, dans le bac à sable avec les bons outils. Comment est-ce que ça se passe un atelier? Est-ce que tu as un déroulé un peu classique ou Alors bien sûr, j'ai un déroulé un peu classique, non, mais par contre, tous mes déroulés, quand j'interviens, en tout cas sous la forme de workshop, suivent un framework qui est un framework en fait de classique facilitation, qui est en fait un framework qui a été écrit à partir des recherches sur Montessori et qui est adapté à l'adulte. Donc en fait, dans un premier temps, on va avoir une phase assez ouverte, on va pouvoir, on va dire, s'échauffer, commencer à se mettre en jeu, commencer peut-être à toucher du doigt la problématique. Donc ça, c'est une phase un peu d'ouverture. Ensuite, on va avoir un moment où on va prendre des perspectives. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la recherche de la bonne réponse, du plan d'action, de exactement ce qu'on va faire, mais au contraire, on cherche à jouer avec le sujet, l'envisager différemment, le retourner dans tous les sens, et on va prendre des perspectives précises. Par exemple, une perspective humaine, une perspective budgétaire, une perspective sanitaire. Enfin bref, on va prendre plusieurs perspectives en compte. Et ensuite, on aura un moment d'atelier qui se situe forcément plutôt sur la fin, où là, à partir de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a manipulé, on vient poser un livrable qui sera utilisé par les équipes. Voilà. C'est ce cadre-là. Mais nous, on intervient avec les entreprises de plein de façons différentes. Donc celle-là dont on parle, c'est les workshops. Donc on fait des workshops sur mesure. On en a fait plus de 255 en 4 ans. Donc on commence à avoir une belle expertise là-dessus. Et puis après, notre objectif avec les workshops, c'est pas tellement d'en vendre plus. Au contraire, c'est de faire en sorte que le rôle du jeu soit pérenne et vive au sein de l'entreprise. Donc pour ça, on va accompagner nos clients à mettre en place des salles de créativité, à utiliser notre matériel et nos méthodologies par le biais de formation. Et puis ensuite, on va justement les accompagner par des classes virtuelles ou par des moments de co-développement qu'on peut animer pour les aider à progresser. Et l'objectif, c'est vraiment que les personnes au sein des entreprises s'emparent de cette notion de jeu libre eux-mêmes et la fassent vivre. Oui, du coup, est-ce que justement la présence d'un facilitateur ou animateur est toujours nécessaire, ou tu dis que les personnes, l'objectif c'est que les personnes s'approprient les outils, la méthodologie, la façon de faire? Est-ce que du coup ils sont effectivement capables de devenir eux-mêmes facilitateurs, de former d'autres personnes là-dessus, et que l'entreprise tout entière se transforme? Alors déjà, on a longtemps cru qu'on avait vraiment besoin d'un facilitateur pour mettre en jeu les sujets. Et je pense que c'est vrai. Je pense il y a vraiment certains sujets sur lesquels il y a besoin d'une expertise facilitation, c'est clair. Néanmoins, on se rend compte que c'est une compétence en fait qui doit être développée dans les équipes.
soit par des managers, soit par des personnes qui ont vocation d'animer, on va dire, les sujets dans l'entreprise, soit juste par des gens qui sont curieux et qui ont envie d'apprendre à travailler différemment. Donc en fait, pour moi, la facilitation, au-delà de devoir se faire former ou etc., c'est quelque chose qui doit s'expérimenter en fait. Je pense que tout le monde est capable d'utiliser des techniques de facilitation dans son quotidien professionnel. Et pour faire ça, la meilleure façon, c'est de se lancer, en fait. C'est de jouer, c'est de faire des erreurs, c'est de se mettre en danger, d'expérimenter. Et en fait, de moins en moins, je pense que la facilitation est un métier, mais je pense que c'est un set de compétences qui doit vraiment se diffuser dans les entreprises. Et surtout être utilisé, en fait. C'est ça qui est important. Être utilisé dans tous les moments. Et du coup, pas forcément dans le cadre de workshops d'une journée ou de 2 jours, etc. Mais parfois juste sur une séquence qui va durer un quart d'heure dans une réunion. Et ça, il faut se l'autoriser. Et du coup, le fait d'avoir un espace, tu parlais de mise en place d'espaces de jeu, si je peux appeler ça comme ça, Ouais. où il y a à l'intérieur du coup des outils à disposition des gens pour animer un atelier, une réunion. Ça aiderait aussi à ce que les gens adoptent cette attitude de facilitateur ou d'animateur. Bien sûr, au moins on pose un cadre. Je te l'ai dit sur la métaphore avec le bac à sable, on a donc un cadre, de la matière première, des outils, des gens et un but. Dans ces espaces, on vient apporter 2 choses extrêmement importantes pour commencer à se mettre en jeu. C'est un cadre et des outils. Après, les gens viennent avec eux-mêmes et puis évidemment avec leur mission, leur purpose et les problématiques qu'ils doivent régler. Et donc en fait, c'est vraiment des lieux où on co-design, des lieux où on vient matcher des outils avec des problématiques, des pratiques avec des besoins. Enfin, c'est des lieux pour se mettre en jeu. Ouais, super. Et quels sont les retours des gens qui ont pu participer à tes ateliers ? Alors déjà, sur les retours sur les ateliers, si je te fais quelque chose qui est un peu générique sur tous les ateliers, c'est souvent merci, quel plaisir de contribuer, ça m'a révélé des compétences que je n'avais pas vues sur moi-même, j'ai été capable de faire ça, je savais pas que c'était possible de faire ça aussi rapidement, on a accéléré notre façon de voir, donc voilà, ça c'est des retours un peu génériques qu'on a sur tous nos ateliers. Et ensuite, en fonction des problématiques et des sujets, des objectifs qu'on va avoir, on va avoir des retours spécifiques. Et c'est ça que moi je trouve très intéressant. Je peux te donner un exemple, par exemple sur le programme de change management One Offer que je t'ai cité plus tôt. Eh ben, on a fait des études pour identifier la satisfaction des utilisateurs sur l'outil. Donc je parle pas du workshop, hein, je parle vraiment de l'outil informatique qui était déployé. Et on remarque que les gens qui n'ont pas suivi cet atelier de change management ont une notation de l'outil autour de 5,2, 5,4 sur 10. Ceux qui ont suivi l'atelier, mais qui sont sur le même outil, ont une satisfaction de l'outil qui se situe entre 7 et 8 sur 10. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement qu'on me dise « Ah, je suis contente de l'atelier » ou « Je suis pas contente ». Ce qu'on m'intéresse, c'est qu'on me dise concrètement « Ça nous a aidé sur notre sujet sérieux ». Et si le jeu en entreprise veut se faire une place sérieuse dedans, en fait, il faut prouver que ça apporte de la valeur business et que ça apporte de la valeur aux équipes. Et ça, pour moi, c'est essentiel, de toujours observer ces KPI. Ok, merci. Alors, on arrive un peu à la fin de notre échange. C'est quoi la suite pour Plush and Nuggets ? Est-ce que vous avez des futurs projets Oui, ben, pendant le confinement, franchement, c'était très, c'était très bizarre comme période, je pense, pour beaucoup de gens. Je pense que déjà, il faut tous se rassurer. Ça a été dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Tous les entrepreneurs, on est passé par des phases émotionnelles compliquées. Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'en fait, on a pris les sujets en main. On s'est dit, OK, voilà, la nouvelle réalité, c'est ça. On est parti du principe que le Covid, le fait qu'on soit à distance, etc., c'était une nouvelle réalité. Et il y a 3 réflexions qui émergent. Premièrement, c'est que maintenant qu'on sait travailler à distance, ou en tout cas qu'on l'a expérimenté à grande échelle, comment est-ce qu'on fait pour, quand on est en présentiel, avoir de la valeur supplémentaire par rapport à nos moments en distanciel ? Donc ça, c'est la première chose qu'on observe.
s'assurer que les moments en présentiel soient uniques, pertinents et apportent une valeur différente que ce qu'on va trouver en ligne. C'est une première piste qu'on explore. La deuxième, ça va être de se dire, en fait, il y a un nouveau bureau qui est en train d'émerger, un nouveau lieu de jeu, un nouveau cadre qui est vraiment le chez-soi, plus ou moins confortable d'ailleurs, dans un bureau ou non, sur sa table de cuisine, peu importe. Et comment est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là à jouer avec leur sujet ? Voilà. Et donc nous, on pense qu'il y a un gros besoin de reconnexion, la connexion main-cerveau. Donc on pense qu'il faut aller scaler nos outils aussi sur ces cibles-là et à ramener en fait du matériel playful dans les maisons. Voilà. Ça, je pense qu'on l'aurait pas trop imaginé sans le Covid. Et la troisième chose, c'est que moi, je suis passionnée évidemment par le jouet, ce que ça veut dire et sa recherche associée. Ça fait 4 ans que j'enseigne au MIT sur ces sujets et j'ai décidé de construire un cours en ligne pour que ce savoir soit accessible à tous. Donc là, ça sort dans les jours qui viennent, tranquillement. Ça s'appelle Basics of Play at Work. Et c'est vraiment sur la base du jeu en entreprise. Et c'est un super cours pour mettre en pratique, justement. Et surtout pas s'arrêter à la théorie et tout ce qui est chouette dans cette théorie, mais surtout avoir cette capacité de commencer à mettre en pratique et d'en sentir les bénéfices. Donc voici les projets. Génial, très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas abordé dont tu aimerais parler avant qu'on clôture ? Oui, moi je voudrais vraiment dire à tout le monde, mettez-vous en jeu. Et devenez des exemples et des rôles modèles de ce que ça veut dire de jouer sérieusement. Et ne faites pas de vos créations, donc de vos jeux ou de vos processus ou de vos méthodes, votre rôle modèle, mais devenez ce rôle modèle en fait. Explorez la diversité de ce que le jouet peut vous apporter et en l'exemplifiant, vous donnerez envie aux gens de travailler avec vous, de jouer avec vous et d'explorer des nouvelles choses. Donc ne soyez pas push, soyez dans une exploration, partagez cette exploration à fond et mettez-vous en jeu, c'est le plus important, régulièrement et avec des formes de diversité importantes. Super, merci beaucoup Laure. Merci Mathieu, un plaisir. Et puis écoute, hâte de te voir sur des moments ludiques, dans des bacs à sable, quoi. Hâte de voir dans des bacs à sable, Mathieu. Avec plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.